Bonjour tout le monde et merci d'être là encore une fois. Je pense qu'on a un sujet qui va être intéressant pour vous cette semaine. On accueille Mme Wynne Lefane, qui est une entrepreneure là, qui est dans le domaine de l'alimentation. On va nous expliquer ça tantôt parce que c'est quand même dans plusieurs domaines. Mais il y a une histoire vraiment qui est fascinante et puis que je pense qui pourrait vous intéresser. Puis en tout, on va apprendre des choses. Bonjour Mme Lefane. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, toi, tu étais en pause depuis... Depuis 2015, officiellement. Depuis 2015, oui. Bien évidemment... C'est comme la fin d'une histoire, pas la fin, mais c'est la continuation d'une histoire qui est quand même assez fascinante. C'est-à-dire que toi, tu fais partie des gens qu'on appelait les boat people vietnamiens. Exactement. Bon, les boat people, c'est des gens qui se sont enfuis du Vietnam en empruntant des embarcations parfois précaires, là, tout ça. Mais c'est pour quelle raison que les gens se sauvaient là? On parle de quelle époque à ce moment-là? En fait, on a quitté le Vietnam en 90, donc j'avais 8 ans. Mes parents quittaient clandestinement parce que au Vietnam, c'était en fait, c'est moins maintenant. C'est plus un environnement pas très politiquement correct, comme on dit, très corrompu, très pauvre aussi, la pauvreté. Puis mes parents voulaient un avenir pour nous autres. Donc, on s'est enfuis pendant la nuit dans un petit bateau, une cinquantaine de personnes, mais dans un petit bateau là, de pêche. Mais pour faire ça, il faut quand même être convaincu que c'est une grosse décision, c'est un gros risque. Il faut vraiment trouver que l'endroit que tu es là, ça n'a pas vraiment de bon sens pour ta famille. Fait, mes parents ont tout vendu. Donc, ils ont tout vendu. Puis il faut, tu sais, en fait, secrètement, parce qu'il ne faut pas que le gouvernement le sache, il ne faut pas que la police le sache. Donc, mes parents ont tout vendu pour payer leur place. Là, on parle du gouvernement communiste qui est installé à la suite de la guerre du Vietnam. Là, exactement. Donc, c'est ça, comme je vous disais, en 90, c'était quand même plus communiste qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, il y a une ouverture sur le monde et ça s'en vient quasiment capitaliste. Mais c'est un régime communiste qui est plus difficile. Donc, mes parents ont décidé de quitter, tout vendre puis acheter notre place. Et on a passé 2 mois en mer. OK. Dans quel type d'embarcation? Des petits bateaux de pêche dans la côte, en fait, cachés. Mon Dieu, mais est-ce que c'est sûrement dangereux un peu? Je sais pas si c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui échouent. Donc, nous, on a échoué, mais on a été chanceux qu'on a échoué proche de la rive, de la plage. Donc, on a pu monter, puis c'était une île en Chine. OK. Et je pense, ça a pris après 2 ou 3 semaines là, pour réparer le bateau. Puis après ça, on est reparti sur le bateau et c'est les gardes côtières là, de Hong Kong qui nous a pêchés. Donc là, on a été acceptés comme réfugiés dans un camp de réfugiés à Hong Kong. Et puis pendant tout ce temps-là, est-ce que ça a été difficile de se nourrir, par exemple? Ou, Bien, c'est sûr que, tu sais, moi, j'avais 8 ans, donc, dans mes souvenirs, j'avais pas des mauvais souvenirs parce qu'ils nous donnaient à manger. Donc, c'est des petites portions quand même. On n'avait pas l'épicerie. Donc, il faut aller chercher, il faut faire la file pour aller chercher notre portion de riz. Puis, mais c'était pas critique, là, qu'on sauve la faim, là? Bien, en fait, je me rappelle pas de mourir de faim, mais il y avait personne qui était gras, là. mais là, je comprends que, étant donné ton âge, tout ça, t'as pas eu conscience tant que ça du danger puis de la... Non. C'est pas quelque chose qui t'a marqué tant que ça. Non, mais en fait, c'est ça. Mes parents m'ont quand même dit que c'était dans un but de trouver une vie meilleure. Donc, nous autres, ça nous a pas marqué, négativement. Donc, on a été vraiment très... moi, je me rappelle pas des mauvais souvenirs. On était dans un camp de réfugiés. C'est sûr qu'on était une centaine dans un petit camp. On était des milliers, mais une centaine dans une petite maison, c'est ça que je veux dire. Mais c'est des milliers de personnes dans un camp. Puis, fait que c'est sûr que là, plus que j'y parle... à ce moment-là? Ou... Oui, j'étais à Hong Kong. Là, on a passé 1 an dans un camp de Hong Kong pour qu'on nous accepte en tant que réfugiés politiques. Et après ça, on a été acceptés, donc on nous a transférés aux Philippines dans un autre camp de réfugiés. Donc là, c'est des milliers centaines de milliers de personnes dans la même situation que nous qui attendent pour qu'un pays vienne les accepter. Puis nous, ça a été le Canada parce que mon oncle était déjà au Québec, à la ville de Québec même. Donc, ça a pris 1 an avant d'être accepté. Toi, à ce moment-là, tu as quoi? Tu as 9-10 ans? Oui, c'est ça, exactement. Donc, je suis partie à 8 ans. Bien, c'était l'école dans le sens que c'était les gens, les parents là, qui donnaient des cours, mais c'était pas vraiment une école institutionnelle.
formel, mais vous appreniez des choses. Oui, c'est ça. J'apprenais quand même des choses, mais c'est sûr que c'était pas l'école. Mais ils nous apprenaient quand même des lettres à écrire et tout ça. Puis qu'est-ce qui fait qu'on te retrouve ici au Québec? Oui, bien, c'est ça. Fait que mon oncle était déjà ici, donc lui, il était parti quasiment avant la guerre, là, pendant la guerre, en 1975. Donc, il faisait partie des premiers Vietnamiens à l'arrivée ici. Il nous a parrainés, donc ça a pris pas trop de temps, 1 an, parce qu'il y a des gens qui attendent 3, 4, 5 ans là, avant qu'un pays les accepte. Donc, nous, on a été dans la ville de Québec, parce que mon oncle il reste à la ville de Québec, et on a été... on a resté à Saint-Sauveur, dans un appartement au début qu'on a loué à mon oncle. Et après ça, on a habité dans un HLM, dans Saint-Roch pendant 3 ans. Puis après ça, mes parents ont réussi à travailler puis mettre un peu d'argent de côté. Puis on a acheté une maison à Sainte-Foy. Donc, mes parents restent encore aujourd'hui. OK, parce que tes parents, bon, ils ont été propriétaires d'un restaurant à Québec. Oui. Oui. Et puis, est-ce qu'ils étaient déjà restaurateurs au Vietnam? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. C'était des vendeurs de vélos. OK, ah oui? Oui, tu sais, dans le temps, en fait, le communiste, tu sais, en ce que je me rappelle, c'était des vélos puis des scooters. Puis il y a encore beaucoup de scooters aujourd'hui. Les voitures, c'est très, très, très récent, là. Donc, il y avait un petit marchand une petite boutique de vélos puis des pièces de vélo. Ma mère, elle avait, dans sa jeunesse, été professeure d'anglais, puis, mais arrivée ici, il ne parle pas la langue, les certificats ne sont pas reconnus, donc la seule chose qu'on sait faire, c'est cuisiner. N'importe où vous allez. Donc là, ils ont travaillé dans les restaurants. Donc, ils ont travaillé dans des kiosques là, de nourriture là, à Place Laurier et Galerie de la Capitale. Mon père a travaillé dans un buffet à Québec. Puis après 5-6 ans de travail, ils ont réussi à accumuler un peu d'argent. Nous autres, on cueillait les fraises, des haricots l'été, pardon. L'hiver, on travaillait à laver la vaisselle et tout ça pour ramasser de l'argent aussi pour pouvoir acheter notre maison, là, notre restaurant. Mais toi, finalement, tu as toujours été élevé un peu dans le contexte là, de restaurant, d'alimentation. Oui, exactement. On a été élevé là-dedans. Puis quand mes parents ont acheté le restaurant en 98, sur la rue Saint-Jean... quel restaurant à ce moment-là? C'est le restaurant c'est le Dana. C'était un local, mon oncle avait la bâtisse, puis on a loué le local. Et ça a duré des dizaines d'années. Là. On a ouvert d'autres restaurants, puis on fermé celle-là. Mais j'ai été élevée là-dessus. Tu as été élevée là-dedans, mais pourtant, quand c'est le temps d'aller étudier à l'Université Laval, là, tu prends complètement une autre direction. Exactement. Là, c'est quoi, quel cours que tu as fait? Ou... Bien, en fait, c'est que mes parents, en étant restaurateurs, ils veulent pas qu'on devienne des restaurateurs parce que c'est dur, puis c'est des horaires difficiles, puis c'est pas payant tant que ça. Fait qu'ils veulent qu'on ait une belle job payante. Fait que j'ai étudié en finance. J'ai un bac en administration des affaires à l'Université Laval, programme finance. Et donc, comme encore aujourd'hui, j'ai mon permis avec l'Autorité des marchés financiers en tant que courtier hypothécaire. OK, puis t'en fais encore? Oui, j'en fais encore. Mais là, on dirait que le petit côté, ma passion, le côté nourriture, sommellerie, vin a pris plus de place, mais j'ai toujours mon permis, oui. Mais ça reste quand même une sécurité, si on veut. C'est un métier que tu peux faire. Oui, exactement. C'est pour ça que je garde toujours mon permis. J'ai des clients qui veulent travailler avec moi, c'est vraiment sur référence. Puis, tu sais, je travaille beaucoup avec des immigrants. Je travaille beaucoup avec des travailleurs autonomes. Donc, les réalités que je connais qui sont plus difficiles au niveau bancaire, mais que, tu sais, il y a vraiment des programmes spécifiques. Donc, je me spécialise dans ça. OK. Et puis toi, tu as quand même, quand tu étais à Québec, donc à ce moment-là, tu as quand même continué dans la restauration. Oui. Bien, en fait, c'est que même pendant mes études, j'ai travaillé au restaurant familial. On a fait la vaisselle, j'ai lavé le plancher, cuisiné, serveuse. Donc, on a été élevés en restauration. J'ai étudié, puis c'est mon travail. Je pense que tu as été propriétaire de restaurant. Oui. Après ça, bien, mes parents ont ouvert d'autres restaurants. Moi puis ma soeur, on a repris le restaurant. J'ai ouvert 3 autres restaurants. Puis c'est ça, parce que c'est vraiment une passion. Bon, jusqu'à présent, on ne voit pas encore le profil de quelqu'un qui va déménager à Notre-Dame-des-Pins. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que j'ai rencontré mon mari actuel, Jimmy. C'était un contracteur qui construisait un des restaurants à Québec. OK. Donc, on est tombés en amour et lui, il restait en Beauce. Moi, je restais à Québec. On avait 2 maisons. Okay. Puis là, à un moment donné, c'était difficile d'être tout le temps là, en déménagement, en voyage. On a dit, bien, il faut, on va déménager ensemble, mais il faut choisir la place. Puis, par hasard, lui, il restait au lac... Lac Poulain? Au lac... Lac Poulain, non? Lac Fortin? Non.
En tout cas, j'ai un blanc de mémoire, là. Ouais. Au Lac-Poulain, au Lac-Poulain. Ouais. Puis, on passait tout le temps par Notre-Dame-des-Pins pour aller à Québec. OK. Donc, c'est vraiment sur notre chemin. Puis, à un moment donné, on a vu la petite pancarte. C'était écrit « à vendre ». Mais moi, je pensais que c'était la clôture qui était à vendre tellement que la pancarte était petite. Fait que là, je m'approche, puis la ferme actuelle était à vendre. Fait qu'on a appelé le propriétaire, on a parlé à M. Poulain, puis il dit oui, c'est à vendre. Fait que ma soeur, elle étudiait en bio, puis elle voulait avoir une petite ferme, puis nous autres aussi, on voulait. Fait que là, on a dit, OK, on achète, puis on fait le projet, puis tout ça à Notre-Dame-des-Pins. C'est un méchant changement de vie, là, parce que oui. là, tes restaurants à Québec, ils arrivent quoi avec ça? Bien, en fait, c'est ça. C'est qu'on a eu quand même beaucoup de difficultés avec le restaurant à Québec parce que c'était très, très gros. Puis on était à côté de l'université. Tu sais, la compétition était très, très féroce. Puis on avait de la difficulté à avoir du personnel aussi. Ça a toujours été ça, le combat. C'est des étudiants, puis c'est toujours en changement, constant changement. Puis là, à un moment donné, on était comme dit, bon, bien, si on va en Beauce, on ne peut pas avoir un restaurant à Québec. Donc, on l'a fermé, puis on a ouvert un en Beauce. Puis, encore une fois, ça a duré 3 ans. Ça a super bien été, tout ça, mais je manquais de personnel. Des fois, j'arrivais de travailler justement en tant que courtier hypothécaire, puis je faisais la vaisselle jusqu'à 1 h du matin. C'était très difficile. Donc là, on a vraiment pris la décision de dire, on ferme les restaurants, je me concentre en finance, puis... Puis ce déménagement-là en Beauce... tu te retrouves quand même dans un milieu, non seulement culturellement, bon, tu as été élevé par des parents vietnamiens, tu as quand même un fond, là, un gros fond vietnamien. Oui. Mais en plus de ça, tu es une fille de la ville plus, puis là, tu te ramasses en campagne. Est-ce que l'adaptation, ça a-tu bien été? Ben oui, ça a toujours bien été, puis je suis très, très chanceuse d'avoir, tu sais, des bons amis. Puis, tu sais, où est-ce qu'on va? Ben, mon conjoint était déjà de la Beauce. Donc, on avait déjà un réseau d'amis quand même assez proche. Donc, on n'a pas eu de difficulté à s'adapter. C'est sûr que j'étais une fille plus de la ville, mais j'ai toujours eu des jardins où est-ce que je restais à la ville. Donc là j'ai un plus gros jardin. C'est pas mal plus gros, 75 hectares. Mais j'ai toujours pu m'adapter. Tu sais, j'ai toujours été plus québécoise un peu parce que j'ai plus passe mon temps de ma vie au Québec, au Canada, qu'au Vietnam. Puis à fréquenter des Québécois aussi, des francophones. Là, exactement. Je vous dirais, la plupart de mes amis, là, c'est juste des Québécois. Là. OK, donc il n'y a pas un choc culturel là, non, pas du tout. À vivre dans un endroit où il n'y a pas du tout de gens qui viennent du Vietnam. Là, non, pas du tout. Puis je sais qu'on n'est pas beaucoup d'Asiatiques ou de Vietnamiens ici. Puis je me rappelle au début, quand j'allais à l'épicerie, les gens me remarquaient parce que je suis vietnamienne. Puis ils me disaient « Parlez-vous français? » Fait que là, je leur dis « Oui, je parle français, il n'y a pas de problème. » Puis je vois tout le temps la petite surprise là, dans leurs yeux, mais ça se passe super bien. Là. Puis là, c'est ça, tu es à Notre-Dame-des-Pins, tu as ton restaurant Saint-Georges que tu fermes. Et puis après ça, tu fais quoi? Bien, j'ai pris un an sabbatique. Je me suis plus concentrée justement au niveau en finance d'hypothèque, mais entre-temps, je faisais du développement. Pour le sirop d'érable, je voyageais plus en Asie pour le sirop d'érable parce que je voulais quand même continuer. Puis le sirop d'érable a toujours été une passion pour moi. Oui, mais là, le sirop d'érable, es-tu productrice de sirop d'érable? Non, pas du tout. C'est juste que je voulais faire connaître l'Asie, le sirop d'érable du Canada. Fait que là, j'allais dans les foires alimentaires avec le groupe Export pour faire connaître ce produit-là. Puis à travers les foires alimentaires, il y a toujours une section vin, alcool. OK. Tout est rendu là. Ça m'intéressait. J'ai toujours aimé ce côté-là, mais je connaissais pas ça. On boit puis on dit « Ah, c'est bon », mais là, je m'intéressais vraiment. Et là, j'ai pris des cours en sommellerie, j'ai pris des cours sur le vin, les certificats W7. Puis j'étudie encore pour avoir mon certificat international, mon diplôme international en sommellerie. Et puis, sommelière, moi, si on me demande c'est quoi une sommelière, c'est quelqu'un qui te conseille dans le restaurant pour tes vins. Là. Mais j'imagine que c'est... Comment tu fais pour gagner ta vie avec ça? J'imagine que... Bien, en fait, oui, vous avez raison. Une sommelière, un sommelier, c'est quelqu'un qui travaille en service dans un restaurant, mais je ne suis pas juste sommelière, je donne aussi des formations dans le vin. Donc, je fais des accords mets vins, donc je fais des menus des vins des restaurants, mais je donne des conférences, je donne des formations, comment déguster un vin, les cépages, le tanin, c'est quoi. Donc, vraiment donner ces formations-là.
Puis, bien, on fait un service traiteur, puis on y va avec les accords mets vins. C'est ça, mais justement, il y a le service traiteur là, qui s'inclut là-dedans. C'est-tu parallèlement, c'est-tu après, si on veut, que tu sois devenue sommelière, que t'es revenue ici plus, là? Oui, c'est ça. Oui. Mais en fait, c'est que pendant 2 ans, quand on a fermé le restaurant, j'ai voyagé beaucoup en Asie pour justement développer ça, puis apprendre sur le vin. Mais là, il est arrivé la pandémie. Ouais. Alors, je ne pouvais plus voyager. Puis, nous, avec la terre, bien, on a quand même un gros jardin. On a commencé à avoir des animaux, les vaches, les cochons, des poules. Fait qu'on a vraiment une petite ferme. Puis, le service traiteur, pendant la pandémie, bien, il y a beaucoup de monde qui ne pouvait plus aller au restaurant. Fait qu'on a commencé à des paniers prêts à manger que les gens viennent chercher à la ferme, fait à partir de tous nos produits. Donc, les légumes du jardin, les œufs de mes poules et tout ça. Et c'est de là qu'est parti le service traiteur. Puis, j'inclus en plus du vin là, que je choisissais moi-même. OK. Et puis ça, la ferme, donc, ça serait parti... vous avez commencé ça avant le service de traiteur, là, ça, Oui, c'est ça. Okay. Fait que la ferme, on l'a acheté en 2015, puis ma sœur s'en occupait, puis j'ai repris l'entreprise en 2018. Puis on faisait des petites productions de légumes. Fait qu'on avait déjà. Okay. Puis après ça, à partir de la pandémie en 2020, là, c'est là qu'on s'est dit, bon, bien là, on peut rien faire, on peut pas voyager, on peut pas aller au restaurant. Je pense que les gens ont besoin de manger quand même. Puis nous, c'est asiatique, donc il n'y en a pas beaucoup en Beauce. Fait que la demande était là, on était très, très bien accueillis là, avec ça. OK, mais je vois aussi, la ferme, vous avez des animaux, des bœufs. Oui. Des Highlands, d'ailleurs. Oui, des vaches Highlands. Oui, pourquoi des Highlands? Bien, en fait, je les trouve très, très beaux. Mais c'est des animaux qui s'adaptent super bien à notre climat aussi. Okay. Donc, c'est ils vivent dehors à l'année. Donc, puis c'est des vaches qui sont très dociles. On peut les brosser, on peut les flatter. Puis les mamans vaches, là, ils accouchent tout seuls. C'est des animaux qui sont extrêmement faciles à avoir, à élever. Donc, on a choisi ça. Puis Highland, mais parce que ça vient de l'Écosse. Et j'adore le whisky, le scotch. Donc, pour moi, c'est comme une continuité là, que c'était. Mais sinon, que tu fais tes choix, c'est pas nécessairement... Les gens vont dire, bon, ben là, ce qui est plus rentable, c'est de faire telle chose, de s'organiser, d'en avoir en grand nombre. Ça, toi, tu vois pas ça de même. C'est comme des choix par passion, là. Par passion, puis je pense que je les choisis par passion, puis j'essaie de les rendre rentables après. Okay. Mais j'y vais toujours avec ce que j'aime, avec la passion que j'ai. Puis je pense que les gens le voient, puis on le développe. Puis tu sais, la viande Highland, c'est une des meilleures viandes au monde parce qu'elle n'est pas grasse, puis c'est un beau persillage. Fait que oui, c'est ma passion, mais à travers ça, je développe quand même des choses avec. Vous avez des poules aussi? Oui, j'ai des poules pondeuses, des poules à chair, on a des cochons. On a commencé avec 3, puis on est rendu à 50. C'est ça, donc... mais... Des fois, tu n'as pas l'impression d'être éparpillé beaucoup. Ça doit être quand même très exigeant du point de vue du... Bien, tout le monde m'a dit, qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu fais de tout? Mais je dis, ben non, parce que tout ce que je fais, c'est par rapport avec la nourriture et l'alcool. Donc, les accords, mets, vins, bières. Fait que c'est la continuité dans ma tête. Pour moi, c'est un projet ensemble global de la ferme, c'est de la terre à la table. Okay. Farm to table. Donc, tout ce que je fais, c'est à partir de nos produits. On a un vignoble parce que plus tard, je voudrais faire mes vins aussi. Donc, c'est vraiment, oui, je suis sommelière, je donne des formations dans le vin, mais tout se tourne autour de ce projet-là. Donc là, le vignoble, là, vous avez planté. Oui. OK. Et puis, mais vous n'êtes pas encore en mesure de produire du vin. Non, on a planté l'été passé. Puis la vigne prend 3 à 4 ans avant d'avoir une bonne récolte pour faire du vin. Donc, ça aussi, ça encore, c'est un métier, ça? Ah, ça, c'est un gros métier. Bon, c'est ça. Donc, tu as beau être sommelière, je comprends que ça donne un bon coup de main par temps, mais ça ne te dit pas comment faire le vin, non, nécessairement. Pas du tout. Donc, suis-tu des cours là-dedans ou tu l'apprends à quelqu'un? Oui, j'étudie en ligne, puis j'étudie vraiment mon diplôme international de sommellerie, mais à travers ça, il y a aussi des modules de vinification, de vignerons et tout ça. Puis, je travaille à l'Orpailleur depuis 2 ans, là, pendant les vendanges, pour vraiment apprendre le métier dans le champ, dans le chai, au niveau marketing, la dégustation. Fait que j'apprends, puis je vais toujours continuer à étudier dans ce domaine-là. Puis, je vois que tu es quelqu'un... non seulement tu t'es bien adapté ici, mais tu es impliqué socialement. Puis là, je vois
on parlait tantôt de la pandémie. Pendant la pandémie, à un moment donné, vous avez offert des repas gratuitement à des gens. C'était dans quelles circonstances? Bien, en fait, c'est qu'on a donné plus de 350 repas. Pendant la pandémie, je les cuisinais moi-même, puis on préparait avec mes enfants, puis on allait porter, parce que là, ils ne pouvaient pas venir chez nous. J'allais porter sur les galeries des gens. Parce que nous, on a été chanceux d'avoir... Tu sais, on a reçu beaucoup dans notre vie. Tu sais, on a eu beaucoup d'aide des gens. Donc, moi, c'est ma façon de donner. J'ai pas beaucoup d'argent à donner, mais j'ai du temps. Puis je suis capable de cuisiner, puis de transformer des produits qui me coûtent pas trop cher, mais qui peut donner, qui peut nourrir des gens. Donc, moi, c'est toujours ça. Puis dans tous mes projets, à travers mes projets, il y a toujours une petite portion sociale, une petite portion, tous les gens qui me connaissent, toutes mettons, les émissions de cuisine que je fais, bien, avec Chasse aux maniaques, on a fait une émission qu'on prend la cuisine la viande de chasse que Mathieu a eue pour donner au bercail. Fait que c'est vraiment, à travers tout ce que je fais, j'essaie de donner le plus possible. Parce que moi, je trouve que la cuisine, tu sais, une fois que tu es capable de cuisiner, je trouve que c'est les repas que tu donnes, c'est bien plus... Tu sais, ton temps que tu donnes vaut plus cher que ton 20 que coûté à faire. Et puis, je vois aussi que tu es conseillère municipale à Notre-Dame-des-Pins. Oui. C'est parce que tu avais du temps à tuer. J'avais du temps à tuer. Pas du tout, j'ai pas le temps de tuer. Mais je trouve que c'est une autre façon, justement, de m'impliquer. Notre-Dame-des-Pins, mais je reste à Notre-Dame-des-Pins. Donc, c'est de m'impliquer, donner mon temps. Pour améliorer justement notre municipalité. Puis là, on parle vraiment de donner son temps. Parce que, oui, parce que ton salaire, tu ne le touches pas, tu vas directement à des œuvres caritatives. Oui, je donne 100 de mon salaire. Puis, en fait, c'est dans un compte, puis c'est géré par la municipalité. Elle donne à certaines, justement, certains organismes. Oui. Mais 100 de mon salaire. Je travaille bénévolement. Ah, ben, c'est pas tout le monde qui ferait ça. Et puis, je vois aussi, je saute un peu du coq à l'âne, mais justement, tu nous as touché un petit peu tantôt. Là, la question, c'était animatrice d'une émission de cuisine là, sur Nous TV. Oui, c'est ça, exactement. Ben, ça, c'est comme un autre corde à ton arc, mais est-ce que tu aimes ça faire ça? Ah, j'adore ça. J'adore ça parce que, justement, je donne des cours de cuisine à travers, donc, les accords mes vins, des cours de cuisine. Puis, à un moment donné, j'ai eu cette idée-là, on m'avait proposé, puis c'est de faire découvrir des entreprises locales, des fermes locales, avec les accords Mévin aussi, avec ce qu'ils font. Donc, OK, donc il y a quelqu'un d'une entreprise locale qui t'accompagne à chaque émission. Oui, à chaque émission, on va visiter les entreprises. Puis le but de faire ça, c'est faire découvrir justement les entreprises de chez nous. Fait que tout le monde a dit oui à nos émissions. Donc ça, c'est sur Nous TV. Nous TV, là, qui est le réseau de Cogeco. Exactement, mais on peut aussi l'écouter sur Internet. Sur Internet, bon, c'est beau. Donc, c'est assez impressionnant tout ce que tu fais. Est-ce que tu as encore d'autres projets? Oui, il y a plein d'autres projets qui s'en viennent, mais c'est sûr qu'on va se concentrer sur notre vignoble. On veut... on va continuer à faire notre service traiteur. On fait beaucoup d'événements. Donc, maintenant que c'est plus ouvert, on fait des festivals. Je fais beaucoup de corporatifs aussi. Donc, des événements, je me déplace... pour faire des accords mévins, encore une fois, des services traiteurs. Puis j'ai d'autres choses qui s'en viennent au niveau des émissions de cuisine aussi qu'on m'a proposées. Fait que ça n'arrête pas. On n'en a pas beaucoup parlé, mais à travers tout ça, tu as une famille de 3 garçons, je pense. Comment ça se fait, la conciliation travail-famille avec tout ça? Oui, j'ai 3 garçons. C'est sûr, c'est difficile des fois, mais on réussit quand même à avoir des gardiennes. Donc, ma belle-mère est souvent là à nous aider. J'ai mes parents aussi. Bien, mon conjoint, c'est sûr qu'il travaille à l'extérieur, mais quand il est là, bien, j'essaie de l'exploiter aussi. Donc oui, on travaille beaucoup. On veut développer notre projet de la ferme, mais ce qu'on veut surtout, c'est vraiment du temps de qualité en famille. OK, puis j'imagine qu'avec ce type d'entreprise-là, une petite ferme, les enfants peuvent s'impliquer. Au moins, quand vous travaillez à la ferme, vous faites avec eux autres un peu. Exactement, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est avec les animaux, on n'a pas beaucoup... énormément de travail parce que c'est une petite ferme, on a quelques animaux seulement, mais ils nous aident à aller ramasser les œufs, ils nous aident à aller faire des petits travaux, à aller faire les récoltes pendant quand on va récolter. Quand on va au marché, mais mon petit garçon est là pour vendre des rouleaux impériaux avec moi, puis ils sont là pour m'aider quand je travaille. Fait que oui, on les implique là, dans notre petit projet. Okay. Donc, c'est impressionnant tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent. Puis est-ce que tu as encore d'autres projets? As-tu d'autres buts qui s'en viennent? Là? Oui, bien c'est ça. Fait que d'autres projets qui s'en viennent, oui, on en a beaucoup.
des projets de télévision, là, des émissions de cuisine, on va en avoir. Je vais donner aussi des conférences. Donc, je vais donner une conférence avec la Chambre de commerce de Saint-Georges sur justement mon parcours entrepreneurial avec Philippe Lapéry. Ça fait que ça va vraiment aller dans le même sens. Oui, c'est le 10 août prochain, ça, je pense. Oui, le 10 août de 17h à 20h. Donc, les gens, s'ils vont sur ta page Facebook, là, les paniers du chef. Là, exactement, des paniers du chef de la Vieille Grange ou Win le Fan. Pour voir un petit peu les prochains événements. On va faire des festivals aussi, on va faire du corporatif. Fait que mon été est pas mal complet. Alors, voilà, une autre interview de terminée, mais évidemment, on en a d'autres pour vous au cours des prochaines semaines. On vous invite à ne pas nous lâcher et à écouter toujours pour en savoir plus.